Bonjour, société Synotis. Je suis spécialiste, on pourrait dire expert, mais je préfère me limiter à spécialiste pour l'instant de la gouvernance de données. Donc, je mets en œuvre pour les clients de la société Synotis en tant que consultant sur le bassin lémanique principalement, mais ça peut s'étendre à d'autres secteurs géographiques. Et bien, en fait, l'idée de la soirée, justement, c'est de positionner un petit peu cette gouvernance de données par rapport aux besoins métiers, parce que ce sont souvent des programmes qui sont initiés par plutôt des supports techniques, donc notamment les systèmes, enfin les DSI, donc les directions informatiques, parce qu'elles ont conscience un petit peu du besoin. Et on rencontre en termes de retour d'expérience pas mal de difficultés côté métier justement pour rentrer dans cette démarche. Et puis on va essayer de voir ensemble pourquoi, comment contourner ces obstacles sans donner de recettes magiques évidemment. Hein, c'est évidemment un certain nombre de pistes. Mais voilà. Donc merci à tous d'être parmi nous. Juste pour votre information, on est en mode découverte. C'est la première soirée qu'on fait de ce type-là. Donc, il y aura peut-être quelques petits ajustements à faire. Notamment, je suis en train de chercher désespérément. Voilà, je crois que j'ai retrouvé. Pour partager mon écran, ça y est, on va y arriver. Donc, normalement, vous devriez avoir la présentation. Voilà, donc le sujet. Donc, merci beaucoup de vous joindre, de vous être joint à nous sur un sujet qui. C'est tout bon. C'est tout bon pour vous? Oui. Donc, sur un sujet qui concerne de plus en plus d'entreprises, c'est un sujet très tendance. À raison, il y a évidemment des leviers pour ça, mais c'est un sujet que beaucoup d'entreprises ont du mal à aborder pour venir l'insérer dans leur processus métier et en faire une réalité, et surtout une réalité qui apporte, au-delà de la réponse à certaines contraintes dont on parlera tout à l'heure, une réalité qui apporte un plus en termes de business ou de facilitation du travail. Hop. On va commencer d'abord par vous solliciter un petit peu, vous faire travailler. Il y aura quelques interventions comme ça. Donc l'idée pour vous, c'est de savoir, d'avoir votre retour sur ce que vous définissez pour vous, quelle est la gouvernance de données. Donc vous avez 4 réponses possibles. Je vous laisse en prendre connaissance. L'idée, c'est de savoir un petit peu le ressenti de chacun et puis essayer de repositionner un petit peu ce que ça peut être. Ça peut prendre plusieurs formes. Donc, on vous laisse quelques instants pour, si vous voulez bien répondre à une ou plusieurs de ces informations. Alors, en l'occurrence, Oui. comme c'est marqué laquelle, j'ai permis uniquement une seule réponse, hein, Ok, Laurent. très bien, c'est pas grave. Les gens doivent trancher. Ce n'est pas le cas pour les... Ouais. Alors, nous, on voit, hein, Il y a déjà un consensus qui se dégage sur effectivement une des réponses, la 2, qui paraît, je dirais, être entre guillemets la moins pertinente, parce que du coup, c'est celle qui dégagerait le moins de valeur. Même si aujourd'hui il y a une personne qui a répondu quand même, on est presque à un taux de réponse, voilà, on a atteint 75%. allez, je Je vous vais disais partager. voilà, c'est très bien, tu peux partager, ouais. Voilà, donc vous avez un échantillonnage des réponses. Donc on voit que, hormis la réponse 2, où une personne a eu à peu près le même humour que moi, c'est-à-dire à imaginer que c'était quelque chose qui était totalement à la mode et qu'on n'en faisait pas ce que c'était à la mode. Alors rassurez, alors je ne sais pas qui a voté ça parce que c'est totalement anonyme, mais rassurez-vous, ça existe aussi effectivement. Ça peut être une des motivations. Ce n'est pas une définition en l'occurrence. Donc les 3 autres réponses, on a une répartition des votes, comme vous voyez, qui est à peu près équivalente, sauf sur la 4e. Donc, a priori, la 4e, pour vous, c'est la création de passerelles collaboratives pour partager au mieux les informations. C'est un excellent début de réponse. Vous avez visiblement une maturité déjà un peu développée sur le sujet. Alors, on va vous donner une réponse un tout petit peu plus académique.
qui a normalement la réponse la définition qui est relativement sur lequel il y a un consensus à peu près dans l'ensemble du paysage de la gouvernance de données. Il peut évidemment y avoir quelques différences d'appréciation en fonction des contextes, mais globalement, la réponse devrait être celle-là, dès que vous la voyez. Voilà. Donc la définition académique, en fait, c'est simplement une activité dans l'entreprise, évidemment, une activité qui a pour vocation d'organiser, de décider et de faire appliquer un certain nombre de principes. En termes d'organisation, c'est l'organisation de l'autorité, du contrôle, de la gestion des actifs qui concerne les données, puisqu'on est sur la gouvernance des données, et évidemment au sein de l'organisation qui est concernée. Donc l'organisation peut avoir un périmètre plus ou moins large, ça peut être l'entreprise dans son ensemble, ça peut être un sous-ensemble de l'entreprise, ça peut varier dans le temps aussi. Voilà. Donc elle a cette organisation, une fois qu'elle est créée, elle est là pour décider, donc déterminer en fait quels sont les droits, quels sont les rôles, les responsabilités, donc attribuer et formaliser quelles sont les capacités de décision, capacités d'utilisation des informations. Et donc elle applique, ça veut dire qu'elle met en place donc des méthodes, elle détermine le périmètre d'application et les circonstances d'application et d'utilisation et vérifie la bonne mise en œuvre. Donc, elle a la responsabilité finalement de la mise en œuvre de tous ces principes de gouvernance qui vont régir tout ou partie de l'entreprise dans le futur. Donc, c'est une définition relativement large. Elle pourrait s'appliquer à n'importe quel type d'organisation. Néanmoins, c'est la définition relativement reconnue. Ce qu'il faut après essayer d'identifier, c'est la manière dont cette organisation émerge au sein de l'entreprise. Couramment, on entend parler de deux manières d'émerger. La première, c'est le top-down, c'est-à-dire c'est la direction de l'entreprise qui décide de mettre en place une gouvernance de données. Ça répond à différents leviers dont on discutera tout à l'heure. Mais donc, c'est une décision stratégique de l'entreprise. Et puis, on met en place l'organisation qui va bien et on l'applique dans les différents métiers qui sont concernés. Donc ça, en général, c'est une émergence qui est une contrainte en fait pour les métiers. Donc on considère comme une contrainte. Il y a évidemment toujours des explications à donner dans la mise en place de ce type de gouvernance. L'idée, c'est d'obtenir le maximum d'adhésion, donc d'expliquer pourquoi il y a des contraintes et ce que ça peut apporter en termes opérationnels pour les métiers. Et puis, il y a une autre manière d'émerger, de faire émerger en fait la gouvernance, donc qui ne vient pas de la direction générale, qui vient plutôt ce qu'on appelle le bottom-up, qui vient plutôt donc du bas, de base, et qui est en fait simplement des métiers qui ont un problème particulier en ce qui concerne la donnée. Souvent des problèmes qui sont un peu mis en exergue par du partage ou du besoin de réconciliation, c'est-à-dire de mélange d'informations et sur lesquels on obtient des résultats pas suffisamment probants ou même parfois des résultats problématiques. On peut citer un exemple, par exemple le référentiel de données, quand on essaye de réconcilier des informations de différentes sources et qu'on veut identifier les personnes qui sont liées, ces principes de référentiel de personnes, par exemple, nécessitent des arbitrages parce que les informations viennent de différentes sources et à un moment donné, il faut déterminer qui a raison, en l'occurrence, ou s'il n'y a pas de ce qu'on appelle une source de vérité en termes de référentiel, expliquer pourquoi, dans un contexte donné, tel métier aurait plus raison qu'un autre. Donc l'idéal, en fait, dans l'émergence de la gouvernance de données, c'est d'avoir une émergence protéiforme, c'est-à-dire qui vient en même temps de la base de certains métiers qui ont pris conscience de l'importance et de la nécessité d'une mise en œuvre d'un minimum de gouvernance. Donc, le périmètre, l'étendue peut être variable. Et puis, une direction qui a entendu ce besoin et qui appuie finalement la démarche donc, par la mise en place d'une organisation dédiée. L'organisation pouvant avoir différentes formes. On n'est pas figé. Et des étendues plus ou moins importantes. Il est évident que dans des contextes réglementaires forts comme banque, par exemple, ou une assurance, il y a des contraintes maintenant de plus en plus fortes sur les notions de conformité donc réglementaire. Et là, la gouvernance de données est un incontournable dans ce sens-là.
elle ne se limite évidemment pas à ça. Voilà sur la définition. Est-ce que vous avez, ou Eric, est-ce qu'il y a des réactions sur cette définition-là, ou est-ce que vous avez des choses éventuellement que vous pensez devoir rajouter sur ce principe de définition? Vous pouvez réactiver votre micro hein, si vous voulez intervenir. Je vous ai parlé de petites plages où on peut discuter. On y Ouais. est. À ce stade, il n'y a pas de questions de la part des D'accord. participants. N'hésitez pas, c'est vrai que j'ai oublié de le rappeler au début, n'hésitez pas à mettre des petites questions, même en cours de présentation, hein, par la partie discussion, et puis on récoltera ça et on pourra les poser après au fur et à mesure. Alors, juste pour terminer sur cette définition, avant d'aborder un petit peu les retours d'expérience, ce qui me rassure beaucoup, c'est que la notion de définition que vous avez, vous, sélectionnée, qui émerge le plus, en fait, qui est la création de passerelles collaboratives, ça montre bien qu'en fait, d'un point de vue métier ou de la vision que vous pouvez en avoir, c'est une vision de création, finalement, de valeur, hein, basée sur la collaboration et sur la coopération. Donc ça, c'est une bonne chose parce que c'est très certainement justement le meilleur moyen de faire en sorte que les métiers s'approprient cette démarche parce que c'est essentiel dans la réussite en fait, d'un projet de déploiement d'une gouvernance de données. Je vais maintenant vous faire un petit peu, j'ai 3 retours d'expérience à vous faire. On a essayé de sélectionner des périmètres un petit peu différents. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu, pas nécessairement sur le contour alémanique, mais en l'occurrence, je vous recontextualiser un petit peu chaque exemple. On va commencer par l'ECA, que nos amis du canton de Vaud connaissent normalement bien, parce que c'est l'ECA de Vaud, dans l'occurrence. Alors, l'ECA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme semi-public qui a pour vocation d'assurer l'ensemble des bâtiments sur le périmètre du canton de Vaud. Ça, c'est une partie de son activité. Une deuxième partie, en fait, c'est de gérer des dossiers de prévention, donc c'est-à-dire de conformité, d'équipement au niveau de la création à la fois du dossier de permis de construire et puis de sa vérification donc à la livraison. Et puis une troisième activité qui est en fait l'intervention proprement dite. Donc ça regroupe les pompiers notamment, tous les services de secours, donc qui travaillent aussi évidemment sur les mêmes périmètres de bâtiments. Alors, en l'occurrence, le CA, c'est une organisation traditionnelle, donc une organisation un peu ancienne hein, en termes d'âge, avec tout ce que ça implique de construction, en fait, à la fois des métiers qui se sont construits progressivement sur leur propre base de travail, et puis un regroupement, en fait, de tous ces métiers-là sous une entité unique, mais avec des métiers qui ne sont absolument pas habitués à parler les uns avec les autres. Donc la direction, le conseil d'administration de l'ECA a décidé il y a quelques années à marquer sa volonté de progresser en termes d'outils digital, on va dire, de manière à avoir des outils plus modernes et puis qui apportent une meilleure efficacité en fait, dans le déroulement de leurs actions. Donc, on est typiquement dans un exemple de déploiement d'une gouvernance de données top-down. C'est la direction qui décide et qui amène ça auprès des métiers. Donc, pour information, ça fait 3 ans que le CA est en train d'essayer de mettre cette gouvernance de données en place. Elle essaye de le faire par infusion. C'est-à-dire que l'organisation de gouvernance en tant que telle n'est pas vraiment créée, elle n'a pas vraiment été instaurée. Donc l'idée, c'est de commencer à montrer sur différents cas d'usage des apports que pourrait avoir la mise en place d'une gouvernance. Donc comment ça fonctionne aujourd'hui sans gouvernance et avec des petites touches organisationnelles ou d'outillage, donc des réponses d'outils, commencer à faire la démonstration de l'intérêt d'une gouvernance. Ça prend beaucoup de temps, évidemment. Donc, c'est un choix du comité de direction. Mais au-delà de ça, on se rend compte que la collaboration et le partage est très difficile entre les métiers. Donc, ça, c'est relativement classique. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de sujet. Enfin, il n'y a pas de sujet commun. En tout cas, d'un point de vue opérationnel métier, il n'y a pas de sujet commun réellement. En tout cas, ils n'ont pas émergé encore. On est en train d'essayer de les faire émerger, mais pour l'instant, ils n'ont pas émergé. Et pourtant, ils ont bien
à minima un dénominateur commun, tous, c'est qu'ils interviennent sur des bâtiments et que si la notion de bâtiment n'est pas la même pour tout le monde et que l'information n'est pas partagée en termes de, par exemple, de police d'assurance avec les pompiers ou en termes d'équipement de protection aussi avec les pompiers, eh bien, on se rend bien compte très vite que finalement la fonction la mission des pompiers est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce qu'il manque d'informations qu'ils n'arrivent pas à obtenir alors qu'elle existe et elle devrait être à leur disposition. Donc, du coup, on profite aujourd'hui d'un contexte de redéfinition et de modernisation de leur système d'information, comme je disais, qui était historiquement présent depuis quelques années, donc un peu vieillissant, pour essayer d'apporter cette dimension de collaboration et de partage d'informations. Et puis, au-delà de ces problèmes de volonté de ne pas trop travailler ensemble, de mettre en exergue que quand il y a des données qui viennent des différents silos et qu'on commence à les regrouper entre elles, on obtient parfois des tableaux de bord qui sont un peu surprenants. Et puis on a identifié comme ça que c'est public, donc je peux en parler, mais ce n'est pas très, très représentatif, hein, mais des exemples d'informations qui sont totalement décorrélés de leur emplacement réel. Pour information, il y a quelques bâtiments qui sont situés dans le lac Léman. Et tout ça, c'est dû à justement ce cloisonnement en fait, de travail, parce que l'information n'étant pas partagée, ceux qui gèrent l'information qui est identifiée comme étant dans le lac n'ont pas la préoccupation pratique d'aller voir le bâtiment, donc ils ne savent pas que la donnée est erronée, alors que les autres silos, eux, le savent très bien, mais ils n'ont pas les mêmes bases d'informations. Donc, en fait, ils se retrouvent avec des informations qui ne sont pas concordantes, mais dont personne ne se préoccupe parce que chacun a sa vérité, on va dire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple de mise en place progressive par le bottom-up, par le top-down, avec un effort de prise de conscience par le métier pour justement aboutir à quelque chose qui part de la base. Enfin, quand je dis de la base, c'est quand même les directions métiers, mais voilà. Il est évident que dans un cas de figure comme ça, c'est extrêmement compliqué d'impliquer les opérationnels métiers qui assurent leur mission de manière un peu isolée. Ils n'ont pas cette vision du besoin en fait de la gouvernance. Au-delà de ça, mais là, c'est un sujet évidemment qu'on va tous retrouver et dont on parlera aussi après. On est tous conscients qu'il y a des évolutions législatives et réglementaires qui sont en cours depuis quelques années et qui touchent de plus en plus de monde, y compris en Suisse, et qui impliquent justement la mise en œuvre de processus qui relèvent de la gouvernance de données pour assurer justement cette conformité. On en reparlera après. Le deuxième exemple, c'est un groupe de distribution automobile. Alors, c'était sur la France, sachant qu'Émile Frey est un groupe suisse et que ce groupe a été racheté, la partie France a été rachetée, appartenait avant à Porsche et Volkswagen Monde et a été racheté donc par Émile Frey suisse. Donc ce groupe, c'est le groupe leader européen de la distribution automobile. Et là, on ne parlait pas du tout de gouvernance en fait dans la mise en place justement de la gouvernance. On parlait de besoins métiers. Alors besoins métiers, mais au niveau consolidé, au niveau direction, hein, dans un premier temps. En fait, la demande, elle a été très simple, elle a été d'obtenir une vision 360 des clients et prospects à travers l'ensemble du groupe. Bon, le groupe, c'est 250 concessions, 25 marques différentes et autant de systèmes d'information différents. Donc, autant dire quelque chose qui ne communique pas du tout, avec très peu d'interopérabilité possible. C'était d'ailleurs au départ la première démarche qui était abordée, c'était d'essayer de faire communiquer tout le monde. Et puis les responsables de projet se sont très vite aperçus que c'était totalement impossible du fait de la complexité et puis un petit peu de la mouvance du système d'information. Donc, on a apporté une réponse un peu différente, en fait, qui a été une réponse plus technique, qui a été de commencer à consolider l'information. Donc, on peut aussi parler de données de référence, mais pas que, puisque en fait, on se collectait, au-delà des données de référence, on collectait aussi toutes les données événementielles qui concernaient en fait ces données de référence. Ces données de référence étant les personnes et les véhicules, évidemment, dans ce cadre-là.
Donc, quand on l'a fait, on a travaillé sur un périmètre restreint. On a limité volontairement le nombre de marques et d'outils informatiques, mais un minimum essentiel pour apporter de la valeur. Et quand on a regroupé toutes ces informations, alors on parle évidemment, comme je disais tout à l'heure, de référentiel. Donc, ça veut dire de détermination, de réconciliation de données, détermination de sources de vérité, etc. Mais ça, c'est un sujet à part. Simplement, ce qui a émergé lorsqu'on a commencé à faire les présentations des résultats, c'est que on avait des arbitrages qui étaient faits par des gens qui ne maîtrisaient pas l'information, donc qui étaient des arbitrages, je dirais presque à la volée, quoi. Enfin, c'était pas fondé nécessairement. Et du coup, au-delà de l'effet de démonstration de l'agrégation des données des différentes sources, et donc la manière dont après elle peut être exploitée, notamment en termes de digitalisation, donc avec les principes de traitement data science, etc., eh bien, en montrant ça au métier, ils se sont rendus compte que leurs données, puisque chacun considère que les données qui sont produites par son système leur appartiennent, finalement, déjà agrégées les unes avec les autres, apportaient énormément de valeur parce qu'ils avaient une capacité d'exploitation forte, notamment du point de vue du marketing. Mais au-delà de cette capacité d'exploitation, les problèmes de réconciliation qui émergeaient finalement de ces réconciliations faites un petit peu à la volée posaient beaucoup de problèmes potentiels, puisque ça voulait dire que de temps en temps, on se retrouvait avec des données qui étaient fausses. Et en termes d'action marketing, par exemple, ou de suivi des ventes, ou simplement du suivi de la relation client, eh bien, utiliser des données fausses, c'est extrêmement dommageable. Donc, en termes d'image, ce n'était pas bon. Donc, finalement, ce sont les métiers eux-mêmes, en voyant ça, et la valorisation qu'ils allaient pouvoir faire, donc ils arrivaient à se projeter dans l'utilisation qu'ils allaient pouvoir faire de ces données agrégées, qui ont dit d'eux-mêmes, mais on ne peut pas laisser les données comme ça, il faut qu'on ait absolument un organe qui soit capable de faire l'arbitrage, et puis qu'il y ait des règles d'arbitrage. Et finalement, la gouvernance de données, du coup, a émergé toute seule. Donc là, on est vraiment sur du bottom-up, alors du top-down, parce qu'il y avait un besoin qui était exprimé initialement par la direction générale, et puis dans la mise en œuvre après, du bottom-up, parce que finalement, ce sont les métiers qui ont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Ce n'est absolument pas la direction. Et donc, du coup, on est évidemment rentré après avec d'autres problèmes qui sont aussi des problèmes de conformité. En l'occurrence, lorsqu'une donnée qui est fournie à un service après-vente, on peut parler d'un email par exemple, est enregistrée dans un système, d'abord, est-ce que quand on réconcilie l'information et qu'on fait une fiche client globale, on doit identifier l'email comme provenant du service après-vente et ce à quoi on a le droit, enfin ce pourquoi on a le droit de l'utiliser. Là, on rejoint des problèmes de conformité. Alors, au-delà de la conformité, c'est aussi simplement du bon sens, c'est-à-dire que moi, en tant que client, si je donne mon email dans un contexte particulier, je demande à ce qu'il soit utilisé dans ce contexte et pas dans d'autres, à moins que j'ai donné une autorisation explicite, donc on me l'a demandé, et que cette autorisation soit donc formalisée dans un système et soit respectée. On a tous les exemples des centres d'appel qui nous harcèlent régulièrement sur des en utilisant nos coordonnées sans qu'on sache vraiment comment ils l'ont obtenu, même si derrière on sait qu'il y a des systèmes de vente, etc. Mais en l'occurrence, à partir du moment où on arrive à obtenir une traçabilité de le chemin qui a fait que cette information-là a été obtenue, on peut avoir un petit peu de ressentiment vis-à-vis de ceux qui l'ont communiqué, alors qu'on ne leur a pas donné l'autorisation. Donc, en termes d'image, c'est extrêmement important aussi, justement, de s'assurer, j'allais dire, on ne parle pas de conformité au sens réglementaire, mais de la conformité, finalement, des exigences des clients ou des usagers qui fournissent des informations. Donc, c'est aussi l'image du métier, en fait, finalement, qui soit en pâtit, soit au contraire en bénéficie. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a porté aussi d'emblée dans le projet, qui n'était pas d'emblée identifié comme étant central. On était à cette époque-là, je crois que c'était 1 an avant la sortie du RGPD. Donc, il a fallu aussi apporter cette dimension future de conformité. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie mix top-down, bottom-up qui finalement a très bien fonctionné et qui a fonctionné sur quelque chose qui n'était pas au départ identifié comme de la gouvernance de données, mais qui a bien abouti à ça. Le troisième exemple, c'est de nouveau un exemple suisse. Donc, ce sont les SIG, services industriels
de Genève. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le contexte, ce sont des services, pareil, des entreprises semi-publiques, on va dire, parce que maintenant, elles ont une dimension un peu privée. Elles commencent à vendre des objets qui ne relèvent pas de leurs services initiaux. Elles sont en charge, les SIG à Genève sont en charge de la distribution des fluides, donc gaz, électricité, eau, etc., du traitement des déchets, d'une manière générale de la politique énergétique du canton. Donc, c'est quelque chose qui est assez exposé vis-à-vis du public, on va dire. Donc, les SIG, c'est un petit peu comme le CA, historiquement, une organisation qui relève de plusieurs métiers différents. Je viens de vous les citer, distribution de l'eau, distribution d'électricité, distribution du gaz ou collecte et traitement des déchets. Entre autres, il y a d'autres missions qui relèvent d'eux. Et en termes d'organisation, en fait, ce sont des directions totalement cloisonnées. Et puis, pour des raisons d'efficacité, comme souvent dans des contextes comme ça, on regroupe un petit peu tout le monde avec une administration un petit peu centralisée et transverse. Et puis, on continue à fonctionner comme ça. Et puis, sur la partie traitement énergétique, tout le monde le sait qu'on est de plus en plus attentif à ce qui est fait, aussi bien en termes de production que de consommation, de manière à optimiser un petit peu tous ces processus et puis à limiter les impacts, notamment environnementaux, principalement, et puis aussi maîtrise de coûts, accessoirement pour les usagers, c'est quand même important. Et en fait, la direction, le conseil d'administration en fait, des SIG a identifié que le travail en commun serait très probablement une excellente piste pour arriver à optimiser toutes ces problématiques d'économie d'énergie et puis potentiellement à développer de nouveaux services un petit peu plus globaux qui demandent la coopération finalement des uns avec les autres. Donc optimiser un petit peu aussi le service aux clients, aux usagers et puis apporter aussi une image un petit peu plus moderne, donc avec des services numériques mieux développés et plus cohérents, on va dire. Donc là, on est typiquement dans une démarche top-down, la direction, le conseil d'administration qui se pose la question comment on peut faire dans la stratégie d'entreprise, justement, alors comment on peut appuyer cette stratégie d'entreprise en utilisant l'information, le partage d'informations, la valorisation d'informations, etc. Là, donc, c'est contrairement à l'ECA, d'emblée, la réflexion a été mise sur la création de l'organisation. Donc, c'est un process qui a pris pas mal de temps parce qu'il a fallu définir, au-delà des sponsors, comment cette organisation allait s'intégrer dans l'organisation existante. Il a été fait des tentatives de travail directement avec beaucoup d'ambition, en voulant d'emblée faire travailler ensemble de nombreux métiers sur des cas d'usage qui pouvaient être complexes et qui potentiellement étaient d'ailleurs conflictuels. Et sans d'emblée avoir à la fois d'outillage et de méthodologie réellement. Il y avait un petit peu d'outillage, mais il n'était pas encore vraiment diffusé. On en parlera un petit peu des outillages. Dans ce contexte-là, ça a été le catalogue de données. Mais il y a aussi une méthodologie évidemment qui est derrière. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avec le choix de ce type de cas d'usage qui avait beaucoup d'ambition, on s'est très vite retrouvé à une problématique, c'est qu'il n'y avait pas dans l'entreprise cette culture du partage et cette culture de la collaboration entre métiers. Du coup, ça a un petit peu mis en exergue toutes les situations un petit peu conflictuelles qu'il pouvait y avoir. Et puis, ce premier déploiement, cette première essai en fait, de mise en œuvre de la gouvernance de données au-delà de l'organisation a débouché sur un échec relatif. En tout cas, c'est cette première partie qui a permis de retirer des enseignements. C'est que dans un premier temps, il fallait que là, il y ait une organisation qui soit présente pour soutenir cet effort à l'intérieur de chaque métier.
Donc, on peut citer déjà des termes, parce qu'on n'en parlera pas plus loin après dans la présentation, c'est pas l'objet. En termes d'organisation, on a l'équivalent de ce qu'on appelle le CDO, le Chief Data Officer, qui est là évidemment pour assurer, déterminer déjà la stratégie de mise en place, et puis après assurer son déroulement et son suivi. Il est accompagné au SIG d'une unité qu'ils ont dénommée Data Innovation, qui a plusieurs casquettes, on va dire, mais qui, globalement, pour l'instant en tout cas, la casquette principale, c'est d'épauler l'ensemble de l'organisation dans le déploiement de la gouvernance. Donc, le gros travail qui a été fait, c'est de mettre en place des use cases extrêmement isolés qui avaient pour but simplement de démontrer l'intérêt du catalogue de données et puis de mettre en place en fait toute la définition des bonnes pratiques internes à sa mise en œuvre dans l'organisation, et puis d'identifier dans les métiers des personnes clés. On pourrait les appeler des key users, hein, ça correspondrait bien, mais qui ont un rôle un petit peu, qui va au-delà un petit peu de l'utilisateur lambda. C'est le support du métier, pour le métier, c'est le support de la mise en œuvre finalement de la gouvernance de données, donc de ces cas d'usage, de ces outils, de ces méthodologies pour démarrer finalement le partage. Ce qui est intéressant dans cet exemple, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que dès que ces personnes identifiées qu'on a dénommées data stewards, qui est assez classique comme terme, mais que parfois on retrouve sous d'autres termes dans d'autres organisations, on a créé finalement un cœur de métier nouveau, un métier du traitement de la donnée dans les métiers. Et en les synchronisant en fait leur montée en compétences et leur apparition, leur émergence, ça a créé une sorte de communauté interne qui s'approprie, qui est en cours d'appropriation en fait des sujets, et qui d'emblée en fait et spontanément discute déjà de tous ces sujets de gouvernance, donc les challenges. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'il y a les challenges du point de vue de leur métier. Et du coup, c'est eux qui apportent aujourd'hui cette préoccupation de valorisation de cette démarche à l'intérieur de chaque métier, et après dans la construction de solutions communes ou de discussions en fait à minima communes. Et finalement, c'est eux qui deviennent les porteurs du projet, plus que la gouvernance, l'autre organisation qui est le CDO avec l'unité Data Innovation, qui est là pour les soutenir aujourd'hui et leur permettre de mettre en œuvre tout ça. Le point d'attention juste qu'il faut garder en mémoire, c'est le temps que ça consomme. La direction générale a identifié un temps qui leur paraissait acceptable, parce que ces gens-là ont d'autres fonctions. On se rend compte que dans la mise en œuvre initiale, en tout cas, le temps nécessaire est plus important que ce qui avait été estimé. Je ne vous donnerai pas les ratios, mais c'est quelque chose qui consomme du temps, clairement. Donc, c'est bien d'identifier des gens qui auraient la capacité à dégager du temps, au moins dans une phase préliminaire, on va dire. Voilà. Est-ce que vous avez des informations, des questions complémentaires que vous voudriez avoir, ou des remarques que vous voudriez faire sur ces 3 retours d'expérience ? Alors, il n'y a pas eu de questions spécialement dans la discussion. Donc, peut-être en live, là, si quelqu'un veut prendre la parole, faire des commentaires ou poser des questions sur ces retours d'expérience très riches et très détaillés. Je vais poser une question plus directement. Est-ce que vous vous reconnaissez dans un de ces 3 exemples, si vous êtes concerné par la mise en œuvre d'une gouvernance de données, ou si vous vous sentez concerné? On aurait pu faire ça sous forme de sondage, tiens. Ouais, ça aurait été plus efficace. On a sélectionné ces exemples-là parce que justement, normalement, ils sont relativement représentatifs de toutes les manières d'aborder la gouvernance de données et puis des réactions qu'il peut y avoir derrière. Tu voulais intervenir, Eric? Non, je disais, il y a un peu de timidité, mais je pense que les expériences vont s'y ressortir au moment du jeu de rôle, un petit peu. Oui, probablement. Les positionnements par rapport à tout ça vont sortir un peu au moment du jeu de rôle. N'hésitez pas à intervenir, hein, soit pour témoigner, parce que vous pouvez apporter évidemment vos propres témoignages, soit pour apporter des visions un petit peu différentes et complémentaires. Ça sera évidemment bienvenu.
Alors, j'ai Alors, une petite question là on va en profiter pour la prendre puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que la BI devrait faire partie de la data governance? C'est une question de Guillaume. Guillaume, il n'y a pas de sujet qui potentiellement ne concerne pas la gouvernance de données. À partir du moment où on traite d'une donnée, la gouvernance est potentiellement à la fois l'assurance que la démarche qui est abordée, enfin, qui est utilisée pour garantir que la donnée est bonne, est utilisable dans un contexte particulier. Ça relève de notions de gouvernance. Après, c'est des choses aussi qu'on peut faire sans avoir d'organisation en place. C'est-à-dire que les principes de gouvernance peuvent être évidemment déployés de manière isolée sur des contextes limités. La BI, par exemple, il y a beaucoup de sociétés qui font de la BI sans avoir de gouvernance. Tant que ça fonctionne bien, c'est parfait. Le jour où potentiellement on se rend compte que vous produisiez des résultats qui sont discutables, et vous allez voir, le jeu de rôle va vous parler à la fin, ou qui sont discutés, la gouvernance peut apporter une cohérence finalement dans l'utilisation et la consolidation d'informations. Moi, je dirais que la gouvernance, en fait, elle apparaît, les principes sont applicables dans tous les cas, l'organisation, elle apparaît dès qu'on veut consolider et regrouper, en fait, homogénéiser en fait, des principes de fonctionnement. Donc, il y a d'autres leviers qui déclenchent plus facilement la mise en œuvre de la gouvernance, mais en l'occurrence, pour moi, le traitement de la BI est effectivement un très bon cas d'usage de la mise en œuvre de la gouvernance. Et c'est souvent d'ailleurs un excellent démonstrateur, un cas d'usage de démonstration de l'apport de la gouvernance. Donc Guillaume, vous tapez juste, à mon sens, vous tapez juste. Et peut-être juste pour enchaîner, puisqu'on est sur le sujet, et après on passera à la suite, on prendra d'autres questions un petit peu pour la suite. Oui, en fait, il y a des questions qui commencent à venir un petit peu sur les applications de la portée de la data gouvernance. Donc, on a une question sur qu'est-ce que la data gouvernance peut apporter à la BI, une relation de data gouvernance avec des normes ISO. Voilà, donc peut-être juste de manière synthétique. Oui, alors pour rentrer un peu plus dans le détail et puis sur ce que peut apporter la gouvernance, en fait, ce qui relève de la gouvernance, encore une fois, les principes de la gouvernance, c'est pas nécessairement, relève pas nécessairement de la mise en œuvre d'une organisation. Le principe de la gouvernance, mais c'est aussi les principes qui font partie du data management, c'est d'assurer la qualité, d'assurer la traçabilité, d'assurer l'homogénéité, l'unicité, enfin, je pense que vous connaissez un petit peu tous ces principes-là dans le traitement en fait, de l'information. Il y a une chose qui relève clairement de la gouvernance, et si vous n'avez pas à minima une organisation de gouvernance, c'est très compliqué au sein de l'entreprise, c'est la mise en œuvre de référentiels. Le référentiel, c'est ce qui fait le lien en fait, entre toutes les informations. Donc, on peut parler référentiel de produits, de personnes, de lieux, etc. Au-delà de simplifier les échanges et les processus d'échange de flux d'informations, c'est aussi la garantie en fait, de l'uniformisation et de la réconciliation, c'est du regroupement d'informations. Donc, pour rendre exploitable. Donc ça, c'est un cadre typiquement qui relève de la gouvernance, parce que dès que vous faites intervenir plusieurs métiers ou plusieurs services différents, et bien, à un moment donné, il y a arbitrage nécessaire, et l'arbitrage, il passe par un organe de gouvernance. La BI, ça dépend du périmètre en fait que vous traitez. Si c'est purement isolé dans un silo métier, il peut y avoir un petit élément de gouvernance. En général, il est assuré d'ailleurs par le responsable BI qui est au sein du métier et puis qui assure un petit peu tous ces principes-là de qualité et de traçabilité. Donc, on peut très bien mettre en œuvre ces principes de gouvernance sur un périmètre restreint. Ça, c'est pas une obligation de l'élargir à l'organisation. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les directions d'entreprise ont compris depuis quelques années que le fait d'apporter une dimension d'entreprise à la gouvernance apportait un meilleur traitement et encore une fois une homogénéité à l'intérieur de toutes les entreprises, de tous ces processus de traitement. Ce qui assure quand même une homogénéité, une qualité et puis alors parfois une pérennité, parce que ça peut être aussi une des problématiques de la gouvernance de données, même si la réponse peut être technique.
c'est de vérifier que les informations qui sont essentielles, elles soient bien pérennes et pas nécessairement dans leur environnement d'origine, qui répond à des contraintes plus opérationnelles. Pour revenir sur l'exemple de Émile Frey France, une des dimensions qu'on mettait avec la solution qui a été mise en œuvre, ça a été justement d'historiser l'information. Dans les systèmes opérationnels, vous avez rarement cette dimension. Parfois, elle existe, hein, mais c'est plutôt rare. L'historisation, et je ne parle pas juste de dire bah oui, cette information a été modifiée à telle date. Et en général, quand on dit cette information, c'est un groupe d'informations, on ne sait pas quel détail. Donc, ce sont plutôt des mécanismes techniques qui sont mis en œuvre. Mais au-delà de ça, c'est justement voir. Eh bien, lorsque vous créez un devis, par exemple, il a un contexte nominal et puis il peut évoluer dans le temps. Donc, cette évolution, elle peut avoir aussi son importance. Donc, c'est aussi des notions. Ça, c'est la gouvernance qui peut. Alors, le métier, évidemment, peut le déterminer, mais la gouvernance peut avoir une vision plus globale à l'entreprise, justement pour amener cette importance de conservation de l'histoire de l'information. Donc après, ça, la réponse n'est pas évidemment pas organisationnelle, c'est plutôt une réponse technique, mais qui peut être portée par la gouvernance. Voilà, donc ça, c'est aussi un des principes. On peut aussi apporter d'autres réponses à ce genre de préoccupation, mais quand elle est à l'échelle de l'entreprise, là, on parle de gouvernance globale, hein, clairement, et donc de l'organisation qui va derrière. J'enchaîne sur la suite et puis après, de toute façon, on aura un petit peu de temps, je pense, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez dans le cadre de cette soirée. Et puis, si vous souhaitez après vous échanger. Alors, maintenant, donc le constat qu'on fait sur ces cas d'usage, enfin sur ces exemples, ces retours d'expérience, d'abord, c'est que la donnée est toujours un support d'exécution des processus métiers. La donnée n'existe pas par elle-même. Elle est bien identifiée dans le cadre des processus métiers. Donc, c'est bien un support pour les métiers. C'est ce qu'il faut retenir, c'est important. Les métiers ont tendance toujours à focuser sur le processus en tant que tel et rarement sur la donnée, mais la donnée est au cœur du processus. Et souvent, la donnée est à cheval entre différents processus. Donc, elle a son propre cycle de vie, cette donnée, entre guillemets. Donc, le cycle de vie de la donnée à travers les processus et à travers l'entreprise est extrêmement important. Et ça, c'est plutôt une dimension de gouvernance de données, on va dire. La donnée est une des richesses des métiers, c'est-à-dire que d'abord sans données, le métier ne fonctionne pas, ça c'est clair. Et l'histoire de l'information que je vous citais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très riche pour les métiers parce que c'est l'enseignement finalement de l'évolution de l'information et donc peut-être des décisions qu'il faudrait prendre. On peut parler des assureurs, on parlait de l'ECA tout à l'heure, en termes d'assurance, l'évolution des différentes polices d'assurance d'un assuré par rapport à l'évolution de sa vie, etc. Ce sont des choses qui peuvent être une source énorme d'enseignement une fois que c'est analysé. Mais pour ça, ça a besoin évidemment d'être managé, d'être géré comme il faut. Donc l'histoire a besoin d'être gérée, l'information a besoin d'être normée, etc. Donc ça, c'est aussi des principes de gouvernance. Et la gouvernance, dans l'idéal, doit s'imposer elle-même. Ça serait idéal. Encore une fois, quand c'est du top-down pur, c'est extrêmement compliqué. Il y a des contextes où ça marche. Vous citez tout à l'heure les contextes bancaires. Donc ça, parce qu'ils sont habitués à ça, la régulation est là. Et il faut y répondre. Donc on accepte la contrainte. Quand donc par contre, c'est pas une valorisation pour le métier, c'est la mise en place de gouvernance. Dans les cas contraires, si simplement la direction dit OK, on va mettre en place une gouvernance de données et puis tout marchera mieux, on va droit dans le mur. Hein, c'est très clair. Donc, il faut arriver justement à éduquer, entre guillemets, les métiers. Donc, on l'a expliqué un certain nombre de choses pour qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes. Donc, l'exemple est souvent le meilleur des éducations. Je vous citais Émile Frey tout à l'heure. C'est exactement comme ça que ça a fonctionné. Et puis, la gouvernance doit émerger. Après, la direction doit prendre le relais en tant que sponsor pour permettre justement et faciliter cette émergence parce qu'elle a aussi tout à y gagner. Alors, on va vous faire travailler un petit peu à nouveau. Rassurez-vous, il y a encore 2 interventions que vous aurez à faire. Donc, nouveau sondage. Vous avez eu pas mal de pistes déjà dans ce qu'on a dit, y compris dans les retours d'expérience. Selon vous, quels sont les principaux apports de la gouvernance de données pour les métiers? Je parle bien pour les métiers, on ne parle pas de l'entreprise, on parle pour les métiers, au niveau du métier.
Donc, on vous donne quelques instants pour répondre. Alors, c'est bien parce que c'est très, très diversifié, les réponses. Alors, rassurez-vous, il y a plusieurs réponses possibles. Hein. Il n'y a pas de piège. Hein. Le mot apport est interprété de manière positive automatiquement. Oui. Donc, on arrive à 76%. Donc, on avait défini, c'est bien, là, on a dépassé le taux de réponse pour commencer à publier. Voilà. Donc, merci à celui qui a dit que c'était une nouvelle source d'ennui. Je pense que c'est le même qui a dit que c'était une drôle d'idée de la direction générale. Ça n'apporte pas d'ennui. Enfin, ça apporte des difficultés, hein, mais ça n'apporte pas, c'est pas une source d'ennui à part entière. La majorité d'entre vous ont imaginé, ou en tout cas décidé que c'était la possibilité de travailler avec les collègues des autres services en respectant des règles claires. C'est excellent parce que c'est exactement les principes de la gouvernance. Savoir ce qu'on a le droit de faire, comment on a le droit de le faire. Donc, se situer aussi dans une chaîne de valeur, ça, c'est aussi des principes de gouvernance. Savoir quand on produit une information, au-delà du processus métier auquel on répond, c'est comment on se positionne finalement dans cette chaîne et quels sont les impacts de ce qu'on produit. Ou quand on dit ce qu'on produit, c'est aussi les éventuelles erreurs qu'on peut générer. Hein, quand tout le monde génère des erreurs au travail, même chez comment le CNES, ils ont ce problème-là aussi, ce qui aboutit parfois à des catastrophes, ou la NASA aussi ce genre de problématiques, malgré les contrôles, enfin, ou le cadre qui est mis pour éviter ça. Donc voilà. Donc merci pour cette réponse. Pour les deux autres réponses, garantie d'utiliser des données tout en restant conforme à la législation, c'est évidemment un des apports de la gouvernance. Mais dans le cadre, là c'est plutôt un cadre de conformité pure, donc qui répond plus à des mises en place à des réponses à des réglementations, etc. Et puis, la 4, la capacité de mettre en commun des informations sur nos clients pour leur vendre un maximum de produits ou le maximum de produits, eh ben, c'est aussi ça, effectivement, la gouvernance. C'est-à-dire qu'en gouvernant bien ces données, en fait, on optimise finalement la valeur des informations qu'on a et on peut l'exploiter beaucoup mieux. Mais il y a d'autres moyens, hein, de vendre un maximum de produits à nos clients. Merci pour vos réponses. Alors, les enjeux qu'on identifie de manière courante, je vous ai mis en exergue en bas un petit peu dans les témoignages des retours d'expérience ce à quoi ça a répondu principalement chez nos clients. Donc les 5 enjeux, c'est l'utilisabilité, je reviendrai un petit peu sur la définition, la digitalisation, donc c'est-à-dire le support de digitalisation, la réponse à la mise en conformité, donc là, on est d'accord, la mise en sécurité de l'information, et puis l'augmentation de l'efficacité dans l'entreprise. La première, alors l'utilisabilité, c'est un terme un petit peu particulier qu'on ne rencontre pas souvent. Je ne sais même pas si ce n'est pas nous qui l'avons inventé d'ailleurs chez Synotis. En fait, pour nous, l'utilisabilité, c'est un couple finalement entre la qualité de l'information, donc la mesure de sa qualité, et puis éventuellement d'ailleurs l'augmentation de sa qualité par rapport à un contexte d'utilisation. Parce qu'une information finalement qui est peu utilisée, est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler beaucoup dessus pour la mettre en qualité, hormis se faire plaisir et éventuellement assurer une note qualitative, ok, pourquoi pas. Mais bon, bref. Donc l'idée finalement, c'est d'augmenter la capacité d'une donnée à remplir ses différents rôles. Là, dans le slide, on a mis son rôle, mais finalement, c'est ses différents rôles à travers l'ensemble de son cycle de vie. Un métier souvent a une vision parcellaire du cycle de vie d'une donnée. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de l'histoire, de l'historique. Beaucoup de métiers produits, enfin beaucoup de données produites par des métiers de type commande, donc plutôt administratif, facturation, etc. En fait, elles peuvent avoir une valorisation qui n'est pas immédiate dans ce métier-là, mais qui peut se faire dans le temps en décalé, parce que le cycle de vie peut se prolonger. Et par exemple, dans le cas d'Émile Frey France, c'est exactement ce qui a été fait, en analysant finalement les habitudes d'achat et les évolutions d'achat des
des véhicules, en l'occurrence, eh bien, le commercial qui accueillait les clients connus se voyait en capacité finalement de proposer des produits beaucoup mieux adaptés à l'évolution de ses habitudes de vie. Donc, il y avait des analyses évidemment qui étaient faites avec d'autres données plus externes, des données achetées par exemple, qui permettaient de définir des segments finalement cibles et d'être beaucoup plus efficaces. Et finalement, je ne vais pas dire d'avoir des vendeurs interchangeables, mais d'avoir des vendeurs remplaçables. Parce qu'une des problématiques dans ce contexte-là, justement, c'était d'avoir des vendeurs qui détenaient toute la connaissance. Et dès que le vendeur s'en allait, en fait, la relation client n'existait plus, ou quasiment. Donc voilà, le cycle de vie, vous voyez, il peut se prolonger et se reconstruire finalement, avoir une exploitation de l'information qui se prolonge. Ensuite, la digitalisation. Alors ça, c'est clair. Aujourd'hui, si vous faites de la digitalisation sans vous gouverner vos données, vous allez afficher des résultats ou des informations potentiellement erronées et sans le savoir, sans avoir la capacité de réagir pour corriger, parce qu'il n'y aura pas de processus de correction, etc., etc. Donc ça, c'est beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans la mise en place de services Internet pour porter de l'information auprès de leurs clients, de l'information les concernant et qui n'avaient pas travaillé avant, se sont retrouvés avec des images déplorables parce que malheureusement beaucoup d'erreurs dedans. J'ai un exemple, un retour d'expérience récent sur la Suisse, donc sur le canton de Fribourg, qui justement s'est retrouvé plusieurs fois dans les journaux parce qu'il y avait des incohérences dans les données qui étaient utilisées, il y avait des quiproquos entre les personnes, etc. Ben, ça arrive à tout le monde, hein, les homonymes, il y en a beaucoup. Et ça, en termes d'image, le dégât d'image a été très fort. Et du coup, il y a eu un gros travail avant de mettre en place comment ils appellent ça, leur plateforme de cyberadministration, justement d'homogenéisation et de traitement de l'information pour qu'elle devienne cohérente à travers tous les services de l'État, en respectant évidemment les règles législatives qui encadrent tout ça. Donc, par exemple, la police n'a pas accès à des données du fisc, par exemple, à minima. Bref, donc la digitalisation, vous voyez qu'en fait, dans les cas d'usage, dans les retours d'expérience que je vous ai fait tout à l'heure, ça concernait tout le monde finalement. C'est-à-dire que c'est quasiment un préalable à la mise en œuvre d'outils efficaces de digitalisation. On peut parler de data science, dans l'exploiter de la donnée, si elle n'est pas bien administrée, bien qualifiée, identifiée, on peut parler de lignage, c'est-à-dire l'origine de l'information et les étapes de transformation qu'ils ont pu avoir. Donc la validation de ces étapes de transformation, est-ce qu'elles sont autorisées, dans quel cadre, elles débouchent sur quoi, à quoi ça peut servir, etc. Si vous ne faites pas ça, vous avez des data scientists qui passent leur temps à essayer de comprendre pourquoi l'information qu'ils ont n'est pas bonne. Quand ils trouvent des informations divergentes, ils essayent de comprendre pourquoi. Donc d'aller enquiquiner les producteurs de ces données-là, donc les métiers, en l'occurrence, qui se disent mais là, ils m'enquiquinent parce que franchement, c'est vraiment pas ce que j'ai à faire, moi, c'est son problème. Voilà. Donc on crée des problèmes finalement parce qu'on n'a pas mis en place tous ces principes de gouvernance de données. La conformité, on l'a cité tout à l'heure dans la réponse, finalement, garantie d'utiliser des données tout en restant conforme à la législation. Alors, il y a ça, il y a la garantie de pouvoir les utiliser. Donc là, souvent, ça passe par à la fois un catalogue de données pour documenter et puis parfois des outils sur la distribution de l'information qui filtrent justement en fonction de la légitimité du cadre d'utilisation. Ce n'est pas nécessairement des personnes qui l'utilisent, c'est aussi du cadre. C'est évidemment une réponse forte, alors qui n'est pas toujours le levier principal chez nos clients. Souvent, c'est un levier secondaire. Dans certains cas, là, pour les SIG, ça a été un levier principal parce qu'ils assurent un service public et en même temps, ils sont maintenant mis en concurrence sur une partie du service. Ça implique une conformité particulière à une législation particulière qui interdit d'utiliser des données du cadre public dans le cadre privé. Donc, c'est un cas très, très particulier. Mais évidemment, toutes ces entreprises répondent à des problèmes de conformité à minima sur l'utilisation des données personnelles et puis sur évidemment l'exécution, l'encadrement de l'exécution de leur mission. La sécurité, alors c'est souvent quelque chose qu'on cite plus comme étant une responsabilité de services informatiques. Oui, parce que la mise en œuvre, effectivement, elle est technique principalement, mais non parce que si elle n'est pas administrée globalement, en fait, au-delà de la mise en œuvre technique, on n'a pas l'assurance, en tout cas, on n'a pas la formalisation et la transparence finalement sur les principes de sécurité qui sont mis en œuvre. Donc du coup, la partie
j'allais dire documentaire, entre guillemets, de la mise en œuvre de la sécurité, en fait, relève bien de la gouvernance de données. Par contre, hiérarchiquement, évidemment, ce n'est pas à la gouvernance de données de dire au système d'information comment faire. La gouvernance de données pose un problème, enfin, pose un principe. L'application technique, c'est le problème du service informatique. Et l'efficacité, donc gros enjeu, parce qu'en fait, on se rend compte que relativement simplement, sur des cas d'usage relativement faciles à mettre en œuvre, sur des temps très limités, eh bien, on arrive à démontrer qu'en traitant mieux l'information, en maîtrisant mieux l'information, de manière induite, finalement, on améliore la performance des processus métiers. Donc, c'est sans remettre en cause le processus en tant que tel, sans le réétudier dans son détail, etc. Bah, simplement, je reprends un petit peu l'exemple de service marketing qui veut utiliser un email. S'ils utilisent des emails qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser, ils vont se retrouver avec des réactions, ça arrive souvent, des destinataires qu'il faut traiter. Donc éventuellement éteindre des incendies qui se déclenchent, hein, au sens figuré évidemment. Et ça coûte cher, c'est un effort important et puis c'est aussi un dégât d'image important. Donc en sachant qu'une adresse email, eh bien, elle est bien identifiée comme quelque chose sur lequel on va travailler dans le cadre d'utilisation, qui délimite son cadre d'utilisation au préalable, donc un principe de gouvernance, eh bien, on augmente l'efficacité des campagnes marketing en l'occurrence et on augmente le taux de résultat et du coup la satisfaction des clients. Donc là, voilà alors il y a d'autres enjeux qu'on pourrait sortir, mais ça, ce sont ceux qui apportent le maximum de valeur en fait dans la mise en œuvre d'un programme de gouvernance de données. Alors, quand je dis programme, ne prenez pas au sens large, hein, ça peut être à sens limité. Je regarde le chronomètre pour savoir si on est bien dans les temps. Alors, on va vous faire participer à nouveau sur les obstacles qu'on peut rencontrer, justement. Ça, c'est plus intéressant, à mon sens. Donc, évidemment, quand on met en œuvre de la gouvernance de données, on rencontre des obstacles, c'est évident. On ne parle absolument pas d'obstacles financiers là. Par contre, on parle de réaction, finalement, des métiers qui ne seraient pas impliqués, c'est-à-dire qui ne seraient pas, en fait, déclencheurs, finalement, de la mise en place de ces principes de gouvernance. Donc, je vous laisse prendre connaissance des questions et des réponses. Enfin, la question, vous l'avez, des réponses, du coup. J'adore, je vous commenterai après, mais j'adore, il y en a une qui émerge très vite. Et on sent presque que c'est du vécu. Très intéressant. Les deux, oui. Alors, pour information, ce sont tous des cas de figure qu'on rencontre, hein. Et vous allez être surpris. Super. Voilà, merci beaucoup pour vos votes. Alors, je n'ai pas de temps consacré à une activité supplémentaire. Évidemment, c'est récurrent. On est tous, et tous nos collègues sont débordés, plus ou moins réellement d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc ça, c'est effectivement un des arguments qui est souvent posé. C'est voilà, avec tout ce que j'ai déjà à faire, comment je vais faire en plus pour prendre en charge une activité supplémentaire. On recommentera un peu les réponses derrière, hein. Je ne vois pas ce que ça pourrait m'apporter dans l'exercice de mon travail. Très intéressant. 60% d'entre vous ont identifié ça. C'est un vrai problème, effectivement, que le métier ne comprenne pas que ces principes de gouvernance, finalement, ne sont pas là pour se faire plaisir, mais sont là pour leur apporter du bénéfice. Donc, ça veut dire qu'on a un gros travail de communication à réaliser. On revient dessus après. Je n'ai pas envie de communiquer avec les autres. Alors, étonnamment, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent aussi, beaucoup plus souvent que les réponses que vous donnez. Les gens veulent rester isolés, ils font leur job, ils ne veulent pas entendre parler de quoi que ce soit d'autre. Et puis, c'est encore un truc inventé par des non-opérationnels pour nous enquiquiner. Quelque part, ça relève un petit peu de la réponse 2, hein, c'est un petit peu similaire. Mais en gros, c'est l'école blanc qui invente des nouveaux trucs et puis qui veulent nous surcharger. C'est anecdotique, mais c'est vrai que c'est plutôt dans la réponse 2, normalement. Ça relève des mêmes ressorts. Alors, on va les commenter maintenant. Donc, on les retrouve là. De manière un peu différente, et puis il y a une réponse supplémentaire qui n'était pas identifiée dans le sondage, enfin, qu'on n'a pas mis volontairement dans le sondage. Donc le premier, effectivement, c'est le manque de temps. Le deuxième, c'est le manque de conviction.
Troisième, la méfiance. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Ouais, bon. La volonté de rester isolé, on en a parlé. Et la suffisance qu'on n'avait pas identifiée dans les réponses possibles. Mais la suffisance est quelque chose qui existe. Est-ce que vous sentez-vous libre dans le chat éventuellement d'ajouter d'autres obstacles que vous identifierez ou que vous avez déjà rencontrés ou qui vous paraissent manquer dans cette liste-là? Ça serait intéressant de voir justement ce qui pourrait apparaître. On reprend après peut-être, Eric, une fois que tout le monde aura pu s'exprimer. Pendant ce temps, je commence à commenter les réponses. Ça te va? Oui, tout à fait. Oui. Okay. Alors, le manque de temps. Nous sommes débordés. Ça, on l'entend, j'allais dire systématiquement, quasiment. Donc, en fait, la réponse, je vous l'ai déjà un peu donnée tout à l'heure. Évidemment, tout le monde a un métier et la gouvernance de données, c'est un métier. Et les métiers auxquels on demande de participer à la gouvernance de données, c'est une surcharge de travail, c'est évident. On a un problème de culture. C'est un terme qui revient de plus en plus souvent dans le déploiement de la gouvernance de données. Ça n'existait pas du tout il y a, je crois, à peine 2 ans, on n'en parlait même pas. Et puis 2 ans, ça commence à émerger. Et nous, chez Synotis, on l'a mis comme un des axes. On a 3 axes en fait de développement de la gouvernance de données. Il y a l'axe organisationnel, et puis on a l'axe de la maîtrise de l'existant, parce que quand on ne sait pas de quoi on parle, c'est difficile à gouverner, voire impossible. Et puis on a créé cet axe culture en fait, qui est finalement la prise de conscience par les métiers que les processus de gouvernance, c'est quelque chose qui leur apporte de l'amélioration. Et cette amélioration, potentiellement, va leur faire gagner du temps. Donc, il y a un, comment dire, il y a un syndrome un peu mais pour tout le monde, hein, de ce problème de temps, de gestion du temps. Alors, bon, il y a des gens qui l'inventent un peu, enfin qui s'inventent ce problème-là. Et puis, il y a ceux qui sont réellement, beaucoup, la majorité qui sont réellement débordés. Et la réponse à leur apporter, c'est à un moment, il faut savoir poser les choses de manière le moins invasive possible, mais il faut savoir poser les choses, identifier des cas d'usage qui sont extrêmement consommateurs de temps, sur lesquels on pourrait travailler grâce au principe de gouvernance et qui, sur un futur très proche, permettrait finalement de gagner ce temps-là. Donc, le temps investi initialement, il faut le trouver, évidemment, on est d'accord, hein, ce n'est pas très simple. Par contre, le bénéfice de mise en œuvre de ces cas d'usage, de ces principes de gouvernance de données, il serait, parce qu'on va parler au conditionnel, il faut bien identifier les bons cas d'usage, il serait finalement bénéfique et libérerait du temps à la personne qu'on a en face de nous. Donc c'est assez simple finalement, et je vous garantis que dans tous les cas de figure, on a ce genre de cas d'usage. Ils existent tout le temps. Donc il y a vraiment, dans la mise en place justement d'une gouvernance de données, à identifier d'abord un certain nombre de cas d'usage, les prioriser. On travaille beaucoup, on a une grosse matrice de priorisation avec beaucoup de paramètres qui fait émerger finalement ce qui peut permettre de gagner vraiment du temps, en l'occurrence pour ça, ou apporter en fait le plus selon le critère de bénéfice recherché. Et le gain de temps, c'est en général le truc le plus facile. Un exemple à l'ECA, on a une responsable d'un service qui passe à peu près 2 semaines de son temps chaque mois pour vérifier un ensemble de données qui lui est communiqué, qu'elle croise entre elles et sur lesquelles elle fait ressortir des anomalies. Ça, ce sont des données qui sont après des données qui sont communiquées à l'extérieur de l'ECA, d'où qui explique le temps qu'elle y passe. Et aujourd'hui, enfin, cette personne, quand on lui demande de nous dégager du temps pour arriver justement même à améliorer ça, elle en trouve, alors que c'est de la moitié de son temps de travail, hein, et qu'elle a évidemment plein d'autres choses à faire. Hein. Donc, et elle a mis en place des processus de contrôle qui lui sont propres, ce qu'on retrouve un peu partout dans le monde de l'entreprise, avec des fichiers Excel, avec des macros qui se croisent parce qu'elle est un peu douée en Excel et fait des trucs un peu complexes, sauf que c'est devenu finalement au-delà de la résolution du problème, c'est devenu un risque pour l'entreprise parce que si le fichier Excel disparaît ou si la personne qui maîtrise le fichier Excel disparaît, ben d'un seul coup, on se retrouve avec aucun process finalement pour traiter l'information et puis pour communiquer à l'extérieur. Or, ils sont obligés de communiquer tous les mois sur ces chiffres-là. Donc, vous voyez comment on arrive à retourner un petit peu ce type d'argumentaire et dans tous les cas, on trouve des cas d'usage qui peuvent répondre à cet obstacle, enfin à cet argumentaire pour ne pas participer. Le manque de conviction, c'est pareil. C'est des gens qui hésitent.
ils hésitent. Bon, il y en a aussi beaucoup. Pourquoi moi, quoi, quelque part? Moi, ça marche bien, mon travail, il marche bien, et puis voilà, je ne suis pas sûr que ça m'apporte vraiment des choses. Donc là, c'est un peu le même principe pour faire ses preuves. Alors, simplement, les preuves, il ne faut pas les faire avec les gens qui expriment ce genre d'argumentaire. Il faut les faire avec les autres. Donc, c'est le bénéfice de l'exemple, finalement. Regardez le service à côté. On peut prendre celui qui est venu juste avant, hein, sur lequel on lui a fait gagner du temps, tout simplement. Donc, comme ça, il est plus à l'aise dans son travail. Il va dire, regardez, on a passé avec eux 2 mois, parce que c'est souvent des marges de temps réduites. Hein. Donc là, on travaillait en isolé, hein, on travaillait encore en siloté. On n'est même pas sur des principes de gouvernance de données partagées. Enfin, pas toujours. Et donc, regardez comment ça a bien fonctionné avec eux. Donc, identifiant chez vous un cas d'usage simple qui aura un effet démonstrateur. Et vous allez voir que potentiellement, ça va vous amener quelque chose. Donc là, il faut absolument trouver des cas d'usage qui leur demandent le minimum d'investissement à eux, parce que comme ils ne sont pas sûrs, ils ne vont pas être moteurs. Donc, voilà, il faut trouver le bon équilibre pour qu'on aura besoin d'eux, évidemment, mais à minima. Et puis, une fois qu'on aura fait ces preuves, en général, ce sont les gens après qui vous embarquent pour la suite sans que vous ayez à les solliciter et qui sont moteurs dans le déploiement des principes de gouvernance et éventuellement même dans une gouvernance dans l'organisation transverse à l'entreprise. La méfiance, bah, c'est un peu le même ressort. Hein. Je demande à voir. Donc, c'est pareil, il faut démontrer par la réussite. C'est tout bête. Hein. C'est pas. C'est une question de distance vis-à-vis de la démarche. Il faut utiliser des exemples de réussite et puis même principe, utiliser des cas d'usage simples pour faire cette démonstration. La volonté de rester isolé. Pardon. Hop. Voilà, la volonté de rester isolé. Donc, ça se traduit en général par des phrases de type « mon service se débrouille très bien tout seul ». Ça, c'est juste un symptôme. Hein. C'est des gens qui ont pas envie de communiquer, ou alors parfois c'est à cause de leur métier. Hein. Je travaille en ce moment avec des forestiers. Je vais vous dire que les forestiers, c'est pas des gens qui communiquent beaucoup à part l'apéro. Mais autrement, ils ont énormément de choses extrêmement intéressantes à exprimer. Donc, c'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont très bien tout seuls dans leur coin qu'ils sont contre en fait finalement la mise en œuvre de quelque chose. Donc là, en fait, le meilleur moyen, c'est finalement de montrer des exemples de dysfonctionnement. Pour nous, hein, c'est ce qu'on a identifié comme meilleur moyen aujourd'hui de traitement entre métiers qui ne marchent pas. Donc, on peut parler de BI, hein, support BI, il y en est parfois un. Regardez ce chiffre-là, il y a deux. L'autre service, là, il vous donne des informations, puis vous les croisez comme ça, et puis maintenant, on obtient ça. Mais quand on compare avec ce qu'on devrait obtenir normalement, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, votre résultat. Donc voilà, c'est juste dire, OK, tu veux rester isolé, pas de souci, mais tu ne peux pas rester isolé parce que tu travailles dans une entreprise qui évolue et qui évolue avec des principes notamment de digitalisation et d'outils plus modernes et qui apportent d'autres choses, pas nécessairement plus performants, mais qui apportent des nouveautés. Donc ça, c'est aussi assez facile en général à briser. La suffisance, c'est plus compliqué. La suffisance, c'est un comportement humain, donc c'est un relève de la psychologie. Donc là, les personnes, c'est moi, je suis très bien tout seul, j'ai fait tout seul, votre truc, ça ne m'intéresse pas, moi je maîtrise tout, je suis le roi, je suis le chef, etc. Alors ça, on le rencontre très souvent aussi. C'est plus difficile à traiter parce qu'il y a cette dimension psychologique qui ne fait pas partie proprement parler de la gouvernance, mais qui relève plutôt de l'accompagnement au changement, je dirais. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont participé, donc, je crois que c'était la semaine dernière, avec Laurent Collet à cette activité, enfin, la découverte de cette activité-là. Donc, ça relève d'autres leviers. Donc, c'est plutôt des leviers aussi culturels. On parlait tout à l'heure de la culture data. Donc, c'est plutôt de l'éducation dans l'ensemble. On communique sur du résultat, on montre que les uns ont réussi, on montre les apports des autres, on montre que les autres aussi s'embarquent dans la démarche. Donc, finalement, quelque part, les isoler un petit peu dans la démarche, et puis avec un tout petit peu de pression bien placée, là il faut un petit peu d'appui interne, hein, un petit peu de pression bien placée, et puis un petit peu de faire jouer un petit peu les relations qu'on a, qui pourraient connaître ces personnes-là pour dire, bah, regarde, à l'apéro,
ou au repas, regarde ce qu'on a fait, ça a été super bien, etc. Le faire douter finalement de sa position, de manière à ce que lui-même, tout seul, il évolue pour aller vers le déploiement des principes de gouvernance. Et puis, il va passer en fait finalement de la suffisance, notamment à la méfiance, normalement, peut-être après au manque de conviction. Il va probablement passer par le manque de temps aussi, par l'étape manque de temps. Et puis après, il va partir comme les autres dans le circuit normalement, si les cas d'usage encore sont suffisamment démonstratifs en termes de résultats. Donc évidemment, dans un contexte de conformité, de mise en conformité, normalement, tout ça, ces obstacles-là, on les balaye complètement, puisque c'est du top-down. Donc il n'y a pas le choix, il faut y aller, messieurs, dames. C'est comme ça. Donc on se réunit autour de table et puis on définit les principes. Les gens qui sont suffisants iront à reculons, évidemment, en traînant des pieds, mais on arrive quand même à gérer ça. Quand on est là pour créer de la valeur, puis pour moi, c'est quand même l'essentiel finalement de la réponse de la gouvernance de données, c'est créer de la valeur pour les métiers, améliorer leur processus. Quand je dis l'améliorer, ce n'est pas les remettre en cause, c'est améliorer le déroulement de leur processus, etc. Normalement, on arrive à rencontrer ces obstacles de mise en œuvre, justement. Eric, est-ce qu'on a des retours sur la question qui était identifiée ou d'autres obstacles? Oui, alors les obstacles sont bien identifiés. Il y a quelques idées. Alors, on n'a pas beaucoup de temps par rapport au timing si on veut se garder un peu d'espace pour le jeu de rôle, mais bon, dans la mesure où il y a des questions là, ça peut être intéressant et puis on en prendra peut-être un peu moins tout à la fin, on verra. Donc, il y a tout simplement la défiance des métiers vis-à-vis de la DSI. Ça, tu l'as illustré de différentes façons dans ce que tu viens de dire. Je peux rajouter une réponse quand même là-dessus, excuse-moi, juste. C'est effectivement la démarche de gouvernance de données n'est pas une démarche DSI. Elle est souvent apportée par la DSI, il faut s'en détacher très vite. Il faut embarquer les métiers, il faut mettre en place une organisation qui inclut les métiers, donc les représentants des métiers. Dans ce qu'on appelle classiquement le comité de gouvernance, principalement, normalement, on a le CDO parce que c'est lui qui porte cette démarche-là. Il n'est pas DSI, le CDO, normalement. Il faut éviter qu'il soit DSI. On a en général un sponsor de la direction générale, un représentant de la direction générale, et il faut absolument avoir l'ensemble des métiers d'entreprise qui sont concernés par le périmètre de mise en œuvre de la gouvernance. Alors, pas nécessairement tous en même temps, mais il faut les avoir à un moment ou à un autre, ou leurs représentants, de manière à ce que ces principes de gouvernance soient à minima partagés en termes de communication, parce que c'est aussi l'espace où on va montrer en fait le résultat des démarches qui seront mises en œuvre dans certains cas d'usage. Donc, l'espace de communication est très important. Je m'arrête parce que sinon, on n'aura pas le temps effectivement pour la suite. C'est intéressant. On voit qu'il y a clairement pas mal de complémentarité entre la business analyse finalement et les problématiques de gouvernance de données à travers ce que tu viens de dire, notamment par réduire la gouvernance de données à la DSI, même si les données sont manipulées par l'informatique. Ensuite, on avait la non-possibilité, alors là, vraiment quelque chose de très technique, la non-possibilité de modifier les données historisées. Voilà, quand tu vas faire des données historisées, tu parlais à certains moments de référentiel d'homogénéisation des données ou de rectification des données parfois. Effectivement, quand il y a des données historisées, ça peut poser des problèmes, mais là, c'est vraiment très... C'est très technique. Et là on peut faire un lien avec la blockchain aussi. Ces problématiques justement de figer l'information pour garantir en fait son exactitude. Oui, en fait, si je peux me permettre. Oui, pardon. Par rapport à cette question, en fait, parce que vous avez parlé d'harmoniser en fait les données dans un contexte, par exemple, de sociétés qui ont plusieurs filiales ou autres. Oui. Mais il y a aussi une exigence d'harmoniser les données dans le temps. C'est-à-dire qu'une donnée, parce que si par exemple on doit harmoniser quelque chose, ça veut dire qu'il va y avoir des changements dans le système d'information et c'est compliqué de modifier des données historisées. C'est même parfois pas autorisé, pas possible. C'est pas souhaitable, moi je dirais même. Même pas souhaitable, oui, voilà. Sinon vous transformez l'histoire. Sinon. Voilà. Mais du coup, on n'a plus la cohérence des données entre l'historique et les données à venir. Voilà. Pour moi, c'est des réponses techniques en fait qui peuvent être apportées pour ça. Il y a des réponses quand même qui débordent un petit peu le cadre de
cette discussion. Mais effectivement, c'est une préoccupation, clairement. C'est une préoccupation de la gouvernance de données, de garantir que les données vivent, entre guillemets. Alors, ne se transforment pas quand elles ne doivent pas se transformer, hein, ça, on est bien d'accord. Une donnée d'historique, elle doit être figée. Par contre, il faut assurer que l'information puisse toujours être reliée à d'autres, qu'il y ait une cohérence finalement de ces liens, que ne pas rompre les liens. Donc là, pour moi, c'est plutôt des réponses techniques qu'on peut apporter sur des principes de gouvernance qu'il faut édifier. Il faut évidemment que la gouvernance les formalise, mais après, c'est une application essentiellement technique pour moi. D'accord. Mais il y a des réponses, clairement. Chez Émile Frey, on avait cette problématique. Alors, juste un aparté, Émile Frey aussi, est-ce que ça nous a apporté aussi beaucoup la consolidation d'informations comme ça? C'est que ça a mis en exergue en fait tous les défauts de conformité sur les règles de conservation dans le cycle de vie des données. Donc, alors, je ne dis pas que personne n'en avait conscience, mais personne ne voulait s'en occuper, en fait. Et comme dans beaucoup de systèmes d'information, on s'est retrouvé avec des données qui avaient plus de 20 ans. Enfin, dans le cycle de vie des données, il y a un principe de base qui est à peu près général dans toutes les enfin, sauf peut-être en Chine ou en Russie, mais dans les pays qu'on fréquente habituellement, c'est 5 à 10 ans, la conservation. Et après, il y a des règles beaucoup plus précises maintenant qui apparaissent, mais bon, il y avait déjà des règles qui existaient avant, et il n'y avait pas grand monde qui les appliquait. Donc voilà, vous voyez ce problème d'historisation, en fait, finalement, quand on veut construire l'histoire, à un moment donné, il y a aussi une problématique de savoir si on a le droit en fait, de la construire et comment on a le droit de la construire. C'est aussi de la gouvernance de données, ça. Et là, c'est plus du ressort du métier en tant que tel, même si le métier peut apporter des éléments de réponse. Mais donc, ça montre bien qu'à un moment, l'implication du métier est nécessaire pour, à minima, définir ces règles, en tout cas, nous aider à les établir. Eric ? Oui, une dernière question peut-être qui est très intéressante aussi. Donc, on a comme obstacle, Natacha nous dit, notre structure est trop petite pour mettre en place un tel projet. Point d'exclamation. Puisque c'est un obstacle. Est-ce un obstacle? Alors, je dirais que ce n'est pas un problème de taille d'organisation, c'est un problème de périmètre. Paradoxalement, les grosses organisations sont celles qui souvent ont le plus de difficultés à mettre en place une gouvernance de données parce que ça a beaucoup d'impact dans beaucoup j'allais dire de silos. C'est une déformation professionnelle de les appeler des silos, mais en fait de pans d'activité. Et ça devient des programmes monstrueux, donc qui sont, je parle de programmes, là je parle même pas de projet, je parle de programmes qui sont éminemment complexes à mettre en œuvre. Donc là évidemment il y a des techniques de mise en œuvre itérative. On met rarement une gouvernance de données complète à l'échelle de l'entreprise en un an partout dans tous les métiers. C'est pas l'objectif. Donc c'est, je dirais, pour une organisation de taille réduite, c'est juste identifier une personne qui serait porteuse de ces principes de gouvernance. Donc c'est pas et puis après c'est des rôles. Donc des rôles, ça veut dire que c'est pas nécessairement des gens qui sont affectés à 100% à ça. C'est quelque chose qui doit être instillé finalement dans l'activité régulière, dans votre activité, avec quelqu'un qui guide. Donc le guide, c'est celui qui va établir avec la direction, alors quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a toujours une direction. Donc finalement, quelle est la stratégie? Alors déjà de l'entreprise, puisque la gouvernance doit répondre à des problèmes de stratégie d'entreprise, donc on parle de stratégie de data. Et puis après, identifier au sein de l'entreprise les gens qui sont plus appétents à ça et qui éventuellement ont un peu de temps à consacrer. Une chose qu'on identifie souvent dans les entreprises, c'est justement ce qu'on appelle les sous-marins. C'est un peu pas péjoratif, mais voilà, mais en même temps, ça veut dire ce que ça veut dire. Un sous-marin, c'est quelqu'un, c'est quelque chose c'est furtif, on ne voit pas. Pourtant, ça existe. Et en l'occurrence, dans la gouvernance de données, c'est utile. Et en fait, vous avez déjà des principes de gouvernance de données qui, en général, sont appliqués dans l'entreprise, sauf que vous ne le savez pas. Parce qu'il y a des gens qui le font sans le dire. Je prends le cas de l'ECA. On avait une personne qui était technique, qui faisait une épuration, qui avait créé plein de requêtes SQL, enfin PLSQL parce que c'est de l'Oracle, et puis en fait qui faisait des tas de corrections dans les données avant l'alimentation de flux d'alimentation vers la BI. Mais personne ne le savait. Et celui-là, typiquement,
c'est un très fort candidat à mettre en place de la gouvernance. Alors, encore une fois, c'est des principes de gouvernance. Donc, quelque part, il peut endosser le rôle de data steward, si vous voulez. Voilà, il avait une dimension technique, mais il savait ce qu'il faisait dans le métier. Donc, c'était plutôt rassurant. Donc, ça veut dire que dans n'importe quelle organisation, vous avez des gens qui sont appétents à ça et qui sont capables de prendre ça en charge. Et dans une petite organisation, c'est beaucoup plus facile de faire passer un message. Donc, la culture de la data, donc les impacts que peuvent avoir justement ce travail sur la gouvernance de données et de la mettre en place parce qu'on partage beaucoup plus facilement dans une petite organisation, tout simplement. Ce n'est pas une question de coût, la gouvernance. Nous, c'est paradoxalement, notre credo, ce n'est pas de vous accompagner sur 10 ans. En général, nos espaces d'accompagnement, ils prennent quelques jours par mois. Bon, évidemment, au démarrage, un peu plus. Mais si on est encore là au bout d'un an, c'est qu'il y a un truc qui ne s'est pas bien passé. Alors, ça peut venir de plein de causes, mais c'est qu'il y a un truc qui ne s'est pas bien passé. Donc, en gros, en général, nous, en termes de consulting, on a une démarche sur une année à peu près, et puis après, les choses roulent. Et elles se mettent en place toutes seules. Donc, vous voyez, c'est juste quelque part amorcer finalement la pompe. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, et je dirais même les entreprises de taille plus réduite ou modeste sont tout à fait adaptées à mettre en place de la gouvernance. Après, il faut avoir il y a un minimum de moyens, mais au-delà de moyens, il faut évaluer le bénéfice-risque. C'est important aussi. Donc, voilà, ce qu'on fait souvent, en fait, justement, avant de démarrer une mise en place de gouvernance, c'est qu'on étudie d'abord ce qu'on appelle, nous, le degré de maturité. Donc, on a une grille d'évaluation sur différents critères. Et puis l'intérêt d'y aller, parce que, en tout cas, sur quel périmètre y aller, parce que ce n'est pas toujours fondé sur tous les périmètres. Donc, voilà, encore une fois, il faut rentrer en résonance avec la stratégie de l'entreprise, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à la question. On va passer au jeu de rôle parce que sinon on n'aura plus le temps. Voilà, donc tout à fait, oui. Je vais vous faire travailler. Vous inquiétez pas, c'est pas un gros travail. Vous aurez pour un petit quart d'heure. Donc voilà, le jeu de rôle. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va s'organiser. Vous allez être répartis, je pense, de manière aléatoire dans des salles de travail privées. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les uns aux autres, mais très rapidement parce qu'on aura 15 minutes dans ce jeu de rôle. Et puis, vous allez avoir un énoncé, donc vous aurez un support dans l'espace de travail qui est disponible. Alors ça, je crois que c'est Claude qui va vous l'envoyer. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Et puis l'idée, c'est de réfléchir juste un petit peu sur une situation et puis voir un petit peu quelle est la démarche que vous pourriez apporter, les questions que vous pourriez vous poser, éventuellement d'ailleurs identifier dedans les obstacles qui pourraient apparaître et peut-être la manière de résoudre si vous voulez aller un petit peu plus loin. N'allez pas trop loin dans les réponses non plus. On n'est pas en train de vouloir mettre en place un programme de gouvernance détaillé et formalisé. C'est vraiment juste pour prendre conscience un petit peu de tous les enjeux. Je vous montre l'énoncé, je vais vous le lire un petit peu. Donc, on est dans le cadre d'une société qui s'appelle Abracadabra, ça vous guide un petit peu sur ce qu'elle va faire, et qui vend donc des produits de prédigitation dans le monde entier. Alors, pour information, c'est un cas réel, sauf que ce n'est pas la même société. Ce n'est pas le même sujet, mais c'est un cas qui a été rencontré. Et il y a eu un CODIR, le dernier CODIR, en fait, où deux responsables de direction, vente et marketing, font des projections de croissance qui sont diamétralement opposées. Dans le cas réel, il y a le responsable des ventes qui prévoyait un effondrement des ventes et le responsable du marketing qui prévoyait une augmentation de 20%. Tout ça est étayé par leurs propres chiffres. On est évidemment d'accord que ce n'est pas juste du déclaratif. Ils arrivaient avec des tableaux de bord et puis ils avaient analysé un certain nombre de tendances, etc., etc. Donc évidemment, vous comprenez bien que le patron de l'entreprise est particulièrement dérouté. C'est un peu compliqué d'arriver avec ce genre de chiffres en CODIR. Et ce qui est surtout impactant, c'est qu'il ne sait pas mettre en place ou établir un plan d'action pour quelconque pour répondre à une demande, à une situation, puisqu'elles partent dans deux directions opposées. Donc, là, votre rôle, ça sera être Chief Data Officer, donc responsable de la gouvernance de données, quelque part. Et il vous demande donc d'intervenir parce qu'il se doute bien qu'à l'origine, c'est probablement un problème d'interprétation ou d'avoir des données correctes. Et il vous demande alors à la fois de trouver rapidement une solution, ça c'est pas là-dessus qu'on va focuser, donc ne vous appesantissez pas trop là-dessus, mais surtout de proposer en fait, alors une ébauche, on a bien précisé une ébauche de stratégie pour justement que ça se reproduise
produisent plus ce genre de situation. Alors, la contrainte, c'est quand même faire en sorte que à la fois les responsables vente et les responsables marketing s'en sortent, ne perdent pas la face, on va dire. Donc, ils ne doivent pas se sentir punis. Donc, l'idée, c'est justement de vous demander comment vous allez orienter votre démarche, quelles sont les pistes, en fait, et ce que vous imaginez à quoi vous allez être confronté en termes de résistance pour justement arriver à trouver une solution et une stratégie pour votre CEO. Voilà, donc l'objectif principal, c'est évidemment de positionner la satisfaction des besoins métiers. Il faut partir des besoins métiers. Donc là, on parle de marketing et vente dans la gouvernance dans la démarche de gouvernance. Pardon. Donc là, évidemment, vous avez bien compris qu'on va vous demander un petit peu de retour, mais on va aller vite parce que sinon, on va déborder. Déjà, on a débordé des 15 minutes qui étaient affectées normalement. Alors, l'idée dans la démarche, ce que je vous demandais, j'ai entendu un petit peu ce qui se disait, je crois que c'est Corée qui parlait. Tu étais, est-ce que tu vois, Corée, je suis désolé, excuse-moi, d'habitude. Donc, tu étais parti dans une démarche de stratégie d'entreprise, pas directement, d'après ce que j'ai entendu. En l'occurrence, l'idée, là, c'était d'essayer de comprendre pourquoi on avait ces divergences-là. Donc remonter à la source, il fallait retourner derrière. Évidemment, il y a peut-être des situations, une situation d'urgence qui demande de mettre en œuvre des mesures. Tant qu'on est dans le doute, peut-être qu'effectivement, ça peut être risqué. Alors, juste pour information, dans la réalité, celui qui avait raison, c'était le responsable des ventes qui avait prévu une baisse de 20% ou une baisse drastique du chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que d'où l'importance en fait de bien administrer ces données parce que là, c'était un enjeu vital pour l'entreprise. Je vous rassure, ils ont réagi. Donc, tout va bien. L'idée, en fait, effectivement, ce qui compte, c'est d'aller regarder à la source, d'où vient l'information. Finalement, c'est chaque responsable arrive avec des chiffres et tous les deux sont convaincus d'avoir les bonnes informations pour faire leurs analyses. Or, les analyses ne sont pas remises en cause. La direction connaît les compétences de chacune de ces personnes. Mais par contre, clairement, il y a un problème sur l'alimentation en termes d'information et il faut identifier finalement où est le problème. Donc, la démarche d'une gouvernance de données, finalement, c'est de dire, OK, sur les tableaux de bord qu'ils utilisent, donc là, on parle d'un cas d'usage, on prend un tableau de bord, là, en l'occurrence, il y en a deux, faire la traçabilité finalement de l'information jusqu'à sa source et avec toutes les étapes de transformation. Et une fois qu'on a déterminé ça, on peut identifier quels sont les responsables des différentes étapes de transformation. Donc, leur demander d'aller vérifier que les étapes de transformation sont bien valides. Alors, au-delà de ça, j'ai vu passer des idées extrêmement intéressantes. J'en vois une là, sous le groupe 2 qui me parle. Alors, je crois que vous ne voyez pas mon écran. Donc, je vais partager. C'est celui-là, normalement. Donc là, vous devriez voir normalement mon écran avec le tableau de travail du groupe 2. Il y a une notion qui ressort qui est très importante, c'est très intéressante, c'est la conception du référentiel de données communes. Parce que potentiellement, ça peut être tout simplement un problème de mise en relation de l'information qui n'est pas consolidée peut-être de la même manière. Et peut-être que justement, il y a des données qui sont à des niveaux de granularité différentes ou qui ont des significations différentes et donc qui sont interprétées de manière différente entre les deux responsables. Un responsable des ventes et un responsable marketing n'ont pas les mêmes objectifs, on est tous d'accord. Donc, on voit en termes de solutions MDM qui ressort. Le glossaire, c'est un élément important. Il faut se comprendre dans une entreprise. Les silos ont beaucoup de mal à se comprendre. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'email. L'email, c'est un terme générique. C'est pas assez qualifié. Si on rentre dans le détail, il y a l'email de ceci, l'email de cela, l'email que je dois utiliser pour ça, etc. Tout ça, ça se définit. Donc, le glossaire est un support essentiel pour ce type il y a aussi le lignage de données, je pense. Le lignage de données en fait partie. Alors, l'avantage du glossaire, dans certains outils, on a la mise en parallèle justement du glossaire et du lignage qui permet d'avoir une vision métier finalement de l'information. Souvent, le lignage, il est technique, malheureusement, parce qu'il part de la source de données et les sources sont éminemment techniques, donc souvent codifiées. Regardez des tables de BI, vous ne comprenez pas la moitié de ce qui est dedans. Et encore, quand vous comprenez la moitié, vous avez de la chance, parce que c'est codifié, c'est normal. Donc, eux, les techniciens, en général, ils ont leur propre
codification et leur propre décodeur finalement du contenu d'information. Donc le glossaire est accompagné, enfin appuyé sur le lignage, c'est extrêmement important. Et encore une fois, oui, pardon, vas-y. Juste, désolé, en fait, juste en termes de dictionnaire, en fait, il y a différents types de dictionnaires. Il y a différents dictionnaires techniques et dictionnaires métiers. Donc chacun s'adresse à une population différente. Même en termes de lignage, en fait, il y a différents types de lignage aussi. Il y a un lignage technique, il y a un lignage fonctionnel. Donc si on a, pardon, en fait, c'était juste pour information. Mais je suis d'accord avec toi. Sache juste qu'en termes, couramment, nous, en tout cas, ce qu'on rencontre, quand on parle de glossaire, on parle de métier, quand on parle de dictionnaire, on parle de technique. Alors après, on peut avoir une définition fonctionnelle des termes techniques, hein, mais ça, c'est peut-être encore autre chose. Mais je suis d'accord avec toi, les transformations aussi, elles peuvent être métiers, elles peuvent s'insérer dans des processus qu'il faut identifier. En fait, l'idée, c'est effectivement de mettre en place globalement, dans un premier temps, un lignage des données, enfin déjà un référencement des données concernées, une définition de ces données pour savoir si elles sont utilisées selon le même contexte, et puis après comprendre qui est responsable des transformations, donc les étapes de transformation, pour aller les analyser et les vérifier, parce que c'est parfois rien du tout, parfois une virgule dans un code qui fait que d'un seul coup, ça part en sucette comme dans ce cas-là. Donc voilà, c'est essentiellement la démarche qui comptait. La méthode, donc, plus que les KPI, c'est la définition de chaque métier. Normalement, ils doivent l'expliciter. Ils savent de quoi ils parlent. Donc, ils leur sont propres. Peut-être simplement, parce que là, on était sur une projection. C'est pas sur de l'analyse pure de la situation en disant, voilà, les ventes sont de temps. Qu'est-ce qu'une vente ? Pour le marketing et pour les ventes, est-ce que c'est la même chose ? Ça serait la définition des KPI. Là, on était sur de la projection de chiffre d'affaires, mais en l'occurrence, peut-être que c'est là-dessus qu'ils n'étaient pas d'accord. Quel était le chiffre d'affaires ? Pour les ventes, quel est le chiffre d'affaires ? Pour le marketing, quel est le chiffre d'affaires ? Alors, donc, ce ne sont pas nécessairement des exemples parlants, enfin réels, mais l'idée, c'est vraiment ça, s'accorder vraiment sur la définition des choses pour les exploiter dans leur bon cadre, en fait. Voilà, donc la démarche est très intéressante. Le groupe 3, hop, on va enlever ce petit truc-là. Je pense que vous avez fait à peu près la même analyse, mais exprimée un peu différemment. Donc, qui a les bonnes données, là en l'occurrence j'ai fait une bêtise. Oui. Ah oui, j'ai fait une grosse bêtise là, donc je ne sais pas comment je peux sortir de cette bêtise. Voilà. Voilà, ok. Donc, l'outil de data visualisation, ça, évidemment, c'est un préalable, pas nécessairement, mais ça facilite les choses. C'est peut-être aussi de travailler sur un ensemble de données qui sont des données communes. Peut-être que là, chacun a sa propre source. Comme on disait tout à l'heure, avec des étapes de transformation différentes. Et peut-être qu'à un moment, simplement en travaillant on parlait tout à l'heure de l'histoire de la donnée, peut-être que simplement mettre en place un système technique, alors ça peut être lourd ou pas, mais qui raconte l'histoire de la donnée, mais qui est commun à tout le monde, du coup avec des définitions communes, et ça simplifie finalement leur utilisation et ça garantit une meilleure homogénéité dans la projection qui est faite après. Donc, l'historisation qui est citée dedans, j'ose plus cliquer dedans parce que sinon ça va encore disparaître. Mais l'historisation, effectivement, c'est une très très bonne idée. Donc voilà, il n'y a pas une solution idéale, évidemment, hein, pour répondre à cette question-là et à ce cas d'usage. Mais la première grosse piste, c'est quand même d'aller chercher et identifier quelles sont les données qui sont concernées, d'où elles viennent, et puis pour pouvoir comprendre les divergences, en fait, tout simplement. Je vous propose, enfin moi, si vous avez des remarques, elles sont les bienvenues. En ce qui concerne le jeu de rôle, je pense que c'était vraiment pour initier un petit peu la discussion et bien mettre en exergue en fait le positionnement de la gouvernance. Peut-être qu'une chose que je n'ai pas dite quand même, on parle du lignage, des sources, etc. Mais il y a aussi peut-être les notions d'arbitrage en l'occurrence du coup. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui décident quelles sont les données vraiment qui sont utilisables, tout bêtement. Peut-être que, comme ils ont deux sources différentes, il faut simplement dire que la direction dit OK, d'accord, tu travailles sur celle-là, mais celles-là, elles ne sont pas valables. Elles sont pas, enfin, c'est pas aussi basique que ça, le discours, évidemment. Mais voilà, c'est peut-être tout simplement une notion d'arbitrage. Et là, c'est peut-être pas le DG qui doit le faire, c'est peut-être tout simplement une organisation de gouvernance qui peut répondre à cette problématique-là. Vous avez des remarques à faire encore sur ce jeu de rôle avant de. J'ai deux questions auxquelles je voudrais répondre, juste après. Ouais. Pardon. D'accord. Rien de particulier au niveau des discussions du chat, pas d'autres questions en lien avec ça. D'accord.
Alors, je vais fermer cet écran-là et puis je vais reprendre moi les discussions parce que j'ai vu passer des remarques. Alors, je ne sais pas si tout le monde est encore là pour les gens qui ont fait ces remarques-là. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Hop. Alors, je viens de... Pardon, ça navigue les fenêtres. Bon, OK, il ne veut pas me prendre ma fenêtre sur les discussions. Donc ça ne va pas être simple. Je réessaye, discussion, les voilà. Ah oui, d'accord, il m'a mis ça. Je ne suis pas habitué à Zoom, je suis désolé, j'utilise plein d'autres outils, mais ceux-là, pas trop. Donc là, une remarque qui a été faite à propos de la relation entre data governance et démarche master data management. Et ben clairement, on parle de références. On a parlé pas mal de références de données, puis vous l'avez cité comme solution potentielle dans le jeu de rôle, dans le cas d'usage. Clairement, le master data management, à partir du moment où il déborde d'un périmètre métier, donc qui concerne plusieurs métiers, il y a une problématique de gouvernance de données. Donc, il y a un organe de gouvernance de données à mettre qui a à minima que les deux représentants de ces métiers-là causent ensemble et qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui puisse arbitrer. Ça, c'est l'organisation minimale en l'occurrence. Donc, ça, c'était une excellente remarque, enfin, à mon sens. Et puis, j'en ai une autre, à part les remerciements qui sont toujours intéressants. Alors voilà, il y a des gens qui ont parlé de solutions techniques. Je crois que c'est Olivier qui parlait de PLM. Oui, pourquoi pas. Encore une fois, la gouvernance de données n'apporte pas de solutions techniques. Elle apporte des principes à mettre en œuvre. Il y a plein de capacités différentes à mettre en œuvre ces principes sur différentes plateformes techniques. Nous, chez Synotis, je cite très rapidement, on a tendance à proposer très souvent le Data Hub. Pourquoi? Parce que ce n'est pas invasif en fait, dans le système d'information existant. Il va juste chercher de l'information pour l'historiser. Donc, il apporte tous ces principes d'historisation et puis éventuellement réconcilier. Donc, il peut jouer aussi ce rôle de référentiel. Donc, si vous êtes intéressé par le concept, je suis volontiers disponible pour en discuter. Et une autre marque, encore d'Olivier, pourquoi dissocier les rôles CDO, donc Chief Data Officer, et la DSI? Oui, c'est plus facile pour les grandes entreprises que pour les petites, je suis entièrement d'accord. Le seul truc, c'est que quand vous êtes connoté DSI, vous êtes connoté ennui. Ça rime en plus. Hein. Je suis désolé, je suis de l'informatique, hein, donc je sais cette histoire-là, je la connais par cœur. Et là, comme on est sur une problématique qui devrait être une problématique métier, même si la prise de conscience, elle apparaît souvent par la DSI, il faut absolument que les métiers se l'approprient. Si l'organisation reste dans la DSI, vous allez garder les problèmes de la DSI, en fait, vous allez porter ces problèmes-là dans la relation avec les métiers pour la gouvernance de données. Donc, c'est moyen. Après, si on ne peut pas faire autrement, on fait comme ça. L'important, c'est que ça fonctionne. Mais voilà, c'est une petite limitation et j'insiste pas mal auprès de mes clients justement pour faire en sorte que ça sorte un peu de la DSI. Et encore une fois, beaucoup de mes clients sont des DSI parce qu'eux ont conscience des enjeux. Je m'arrête là. Sauf si vous avez des questions. Laurence, moi, juste pour affirmer, 30 secondes, pas plus. Oui. Donc, juste en tant que business analyst, pour moi, l'intégrité des données, donc la gouvernance de données est très importante. Et en règle générale, je commence toujours un poste en prenant 1 ou 2 mois pour regrouper 3 ans de données historiques. Parce qu'en règle générale, en tant que business analyst, on va se baser sur des tendances. Donc, pour extrapoler, on va dire, des tendances futures, que ce soit au niveau des dépenses, que ce soit au niveau du marché ou concurrentiel, on doit s'assurer que les données que nous analysons sont des données exactes. Car en partant sur une base fausse, on va arriver à une extrapolation fausse. Tout à fait. Donc, d'où je vois l'importance cruciale pour un rôle de business analyst d'être, on va dire, très en rapport avec la gouvernance de données. Je vous partage ma dernière slide. C'est le texte qui compte, hein, ce n'est pas le dessin. Intégration de la dimension data dans votre démarche alors j'ai mis analyse, mais c'est business analyse évidemment. Cette dimension data, il ne faut jamais la découpler comme ça a tendance à être fait en général. Encore une fois, c'est la richesse des métiers, cette data. Donc si elle n'est pas prise en compte, et y compris son histoire, dans les démarches métiers, et donc dans la business analyse,
on part avec un sérieux handicap. Par contre, si vous l'intégrez dedans, c'est ce qu'on est en train de faire. On a un mandat là aujourd'hui à l'État de Vaud pour la Direction générale de l'environnement, où en fait justement, on est en train de réintégrer dans toutes les démarches d'analyse la dimension donnée et puis la dimension cycle de vie de la donnée et historisation de la donnée. Et puis, ils sont en train de découvrir des potentiels qu'ils n'imaginaient même pas. Et là, la gouvernance, elle est acquise, c'est-à-dire qu'elle va se mettre en place toute seule. Là, on va faire du vrai bottom-up, en fait. Parce que les métiers prennent conscience de l'importance de la donnée. Je m'arrête pour de vrai cette fois-ci.